Les gens sortent d'école, ils savent pas décrocher un téléphone. Tu sors de là, tu sais pas vendre. En tant que commerciaux, comment, quand vous allez au resto, vous pouvez créer du lien plus rapidement avec les serveurs? Et les gens se mettent une pression sur small talk, icebreaker, comme si tu devais à tout prix trouver le truc parfait. Les commerciaux, j'ai l'impression que leur job, c'est devenu une charge et plus une responsabilité. Qu'est-ce que tu fous dans cette putain de boîte? Pourquoi tu l'as choisi? Valorisez-vous, soyez contents. Ils sont auto-centrés, les sales. Tu ne nais pas en apprenant à gérer un humain. Et alors plusieurs encore moins. Le faible, c'est celui qui se croit tout le temps fort. T'as des gens qui sont très bons individuellement, mais parfois qui sont pas capables de porter l'équipe. Tu viens pas en égo à poil, tu viens pas en impro. Ils savaient très bien que lui, il irait pas au-dessus de ça, lui, il irait pas en dessous de ça. Les sales qui savent faire preuve d'humour sont des sales dont on se rappelle, tu vois. Ce que vous mettez en place, consciemment ou inconsciemment, de par votre métier. La vente, c'est avant tout. Aujourd'hui, on reçoit Enzo Colucci et Philippe Gilotin, aka les frères moustaches des coachs de vente. Ils ont coaché des milliers de commerciaux. Ils sont suivis par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. On va apprendre à mieux négocier, on va apprendre les bases de la vente et on va voir si être vendeur, c'est être un salopard ou au contraire, si tout le monde peut utiliser ça dans sa vie. Salut, lui c'est Enzo. Lui, c'est Philippe. On est coach de vente et aujourd'hui on va level up. Une bonne première question, ce serait pour quelqu'un qui n'est pas du game entrepreneuriat autre, etc., qui a peut-être des préjugés sur la vente, qui se dit vendeur égale énorme shark. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient de cliquer sur la vidéo pour définir ce que c'est vendre pour vous dans la vie, quoi. Et très bonne question. Vas-y Enzo. C'est moi qui démarre. Déjà, je te dirais, détends-toi, fous-toi à poil, viens avec nous. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on raconte à quelqu'un qui clique sur une vidéo de vente, mais qui a des préjugés sur la vente? Déjà, on dit que c'est normal, tu vois. On accepte un peu cette idée-là que on a potentiellement une image de merde, que l'argent c'est tabou en France, que c'est pas dans la culture, qu'on a eu plein de mauvais exemples depuis des décennies. Et que c'est totalement le contraire de ce que nous on prône au quotidien avec Philippe. C'est que la vente, c'est pas de la manipulation mentale. Il y a beaucoup de ça aussi aujourd'hui. Moi, je vois beaucoup de contenu. Attention, c'est pas forcément mauvais sur le fond parce qu'il y a des bonnes techniques derrière, mais c'est pareil, pour plaire aux gens, on parle beaucoup de closing depuis aussi un moment, c'est manipulation, négociation, psychologie, oui ok, mais en fait la vente c'est avant tout un humain face à un autre humain, c'est avant tout être curieux des choses, c'est avant tout s'intéresser à l'autre, c'est poser des bonnes questions, c'est pas nécessairement niquer une personne, tu vois, on en parlera après, on parlait de négo c'est gagnant-gagnant à la fin, si je te nique à court terme, ça veut pas dire que je gagnerai... sur le long terme, pourquoi tu te marres? Tu parles de me niquer depuis tout à l'heure, mec. J'ai commencé par dire fous-toi à poil. C'est toi qui me l'as dit, c'est la fin de journée. Donc, Tu me mets des petites idées subliminales. Tout le podcast. vous négocierez ce qui se passe ce soir entre vous plus tard. Non, on négociera. Et je rejoins totalement Enzo. Déjà, je dirais à quelqu'un qui débarque sur cette vidéo, salut. Salut toi. J'aime bien dire bonjour. Comment ça va? On dit plus bonjour aujourd'hui, on rentre tout de suite dans les trucs, je trouve. C'est vrai. Enfin, je dis on, comme si je parlais de grande généralité. Je ressens ça, en tout cas. Et je dirais que ça dépend aussi cette personne, elle va ressentir en cliquant sur la vidéo. Déjà, je dirais que ça dépend de l'âge qu'elle a. Pourquoi je te dis ça? Parce que les anciennes générations, dans lesquelles je m'inclus, d'accord, quasi-boomer, il y a le côté requin, shark, manipulateur, tout ce qu'on peut imaginer. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, je dois plus m'excuser d'être un coach de vente, mais pas pour le côté vente, mais pour le côté coach. Donc, j'ai envie de dire à la personne qui va cliquer, on ne te donnera pas de leçons dans cette vidéo, mais plus du partage d'expérience et des conseils. Parce qu'aujourd'hui, moi, la définition de la vente, c'est de la séduction. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, comme l'a très bien dit Enzo, c'est un humain face à un humain, ou plusieurs humains face à un humain, ou inversement. Et du coup, l'idée, c'est... comment je fais pour avoir la meilleure posture pour justement vendre ce que j'ai à vendre sans la mettre à l'envers à l'autre, sans passer pour quelqu'un qui essaie de le manipuler, qui essaie vraiment d'avoir cette posture vraiment qu'on n'aime pas, tu vois. Et en fait, la vente, c'est la séduction, c'est dans un couple ou quand quelqu'un te plaît, il y a des choses que tu veux pas voir chez l'autre. Et c'est comment essayer de vraiment faire en sorte d'avoir les meilleurs outils, la meilleure approche et faire la meilleure danse à deux. Tu vois, avec Enzo, on dit souvent la négo, c'est comme le tango, c'est une danse, tu vois. J'avais déjà dit dans un podcast que pour moi, la négo, c'est no ego. Tu vois, c'est t'enlèves le N, il faut mettre son ego de côté. Et je dirais ça à cette personne qui clique. Qu'elle va entendre au travers d'une discussion simple entre humains, là.
comment la vente, c'est aussi juste danser entre humains, quoi, tu vois. Et du coup, sur le côté coaching, peut-être on peut aussi s'attarder un tout petit peu là-dessus. C'est quoi pour toi ce qu'on a mal compris sur le coaching ou tu vois dans l'imaginaire collectif, toi qui le vis, tu te présentes, tu dis je suis coach. Comment tu vis les réactions des gens et comment ça se passe? Eh ben, encore une fois, tu vois, on dit dans la vente, faut pas faire d'a priori. Ouais. Pareil, je cite tout le temps les accords Toltec, faut pas faire de suppositions. Et ben, pareil, dans le coaching, je pense qu'il faut pas faire de généralité. Donc ma réponse, elle va être vraiment par rapport à mon expérience et par rapport à ce que je vois, tu vois. Je dirais pas que tout le monde pense la même chose du coaching. Je dirais plus qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que je dois m'excuser de pas véhiculer du bullshit et de pas être un donneur de leçons et de pas être un chaman et de pas être un gourou. Pourquoi ? Parce que, t'es coach. Alors déjà, tout de suite dans la tête des gens, c'est, t'es coach de quoi ? Coach de vie, coach de vente de vie, coach de vente de sport, de machin, tu vois ? Le mot coach, en fait, il vient parfaitement représenter notre métier, qui est l'accompagnement, la petite tape dans le dos, le petit secouage, tu vois ? Et il y a aussi le côté, on va mouiller le maillot, tu vois ? Et ça, j'aime pas, devoir m'excuser d'être un coach, alors qu'en fait, c'est un mot qui définit notre métier, tu vois ? Le truc sur lequel j'ai envie de rebondir de ce que dit Philippe, c'est que déjà, en fait, nous, on est des coachs terrain, en fait. C'est qu'on utilise les réseaux sociaux parce que c'est un canal d'acquisition, c'est une façon de se faire connaître. Donc, en fait, on nous voit en situation, on peut se mettre face à des vidéos où on explique des concepts. Mais nous, notre quotidien, avec Philippe, comment on gagne de l'argent, comment on vit, c'est aller en entreprise, c'est animer des séminaires, c'est faire des petites sessions de coaching avec des personnes. Et c'est pas le raccourci qu'on nous met parfois... Moi, je le ressens pas, mais je comprends ce que dit Philippe, c'est le côté coaching, tu sais, en ligne. C'est-à-dire que je fais du coaching, j'habite à Dubaï, je vends des manuels de fils de pute à 97 €, et en fait, je fais du coaching et du business en ligne. Nous, c'est pas notre vie, en fait. Ça, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on est sur le terrain avec des boîtes B2B pour la plupart, B2C aussi parfois, et on accompagne les équipes opérationnelles et on les fait monter en compétences. Parfois, comme une fois, on utilise des réseaux pour se mettre en avant, mais... On vend pas des e-books ou je ne sais quoi, ou quelle formation en 497, lycée sur un an, en 90 jours devient superstar mon cul. Non, c'est pas nous ça, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y en a, ils ont envie de ça, tu vois, ils vont le chercher. Et il a totalement raison, Enzo. Aujourd'hui, le coaching terrain, je pense que c'est une bonne manière de décrire ce qu'on fait. En fait, je commence souvent, je sais pas pour toi, quand on intervient séparément, moi je fais une petite intro en coaching en disant... je suis pas un formateur, je suis pas un prof, et j'aime pas le terme qui définit mon métier, coach, mais pour autant c'est celui qui le représente le mieux, parce qu'en fait le vrai coach, je sais pas si t'as déjà, Baptiste, eu un coach de sport. J'ai déjà eu un coach qui accompagne vraiment ça depuis l'enfance, tu vois. Merci. Ou un coach même pour skincare, non ? T'as une peau absolument impeccable. Putain, mais même pas. C'est vrai ? En tout cas la caméra ça rend bien. Tu vois, putain, c'est adorable. Tu vois, le coach il y va, il se donne. Commence à me séduire. La séduction a commencé. Je t'ai posé encore une question. Comment tu te sens ? Je me sens merveilleusement bien. Et tu vois, moi j'ai toujours eu la vision du coach qui se déplace, qui vient à toi. Moi j'ai eu un coach de natation, tu vois, donc il venait au bassin, il venait tôt le matin, il avait plusieurs équipes, il se donnait, il se déplaçait. Ouais. Il m'insultait. C'est vrai. Et il me poussait dans la piscine tout habillé. Et après il m'emmenait. J'ai toujours eu dans ma tête, pour moi, dans ma tête, le coach c'est Philippe Lucas. Tu vois, j'ai grandi avec cette image-là et on a le même prénom. Le coach de Manodou. Voilà. Ça. Et je rejoins Enzo, il a raison de préciser que. Toi, tu vas faire les vidéos, toi ? Oui. Tu vois, là, dans ton bassin, je pense que c'est à force de tu vas faire les vidéos, Enzo. Espèce de connard. Qu'est-ce qu'il était fou, ce mec. Tu restes dans l'eau. Hein ? C'est quoi ce temps de merde ? Tu penses que tu vas voir les autres ? T'as pris du poids, t'es gros. Il était comme ça, tu vois. Il était vénère, lui. Il était vénère de ouf. Mais en tout cas, c'est l'image que j'ai aujourd'hui du coach, et je rejoins ce que t'as dit, terrain. Et encore une fois, je veux pas juger les autres qui font ce qu'ils veulent, d'accord ? Mais s'excuser de faire ce qu'on fait, ça devient chiant, tu vois. Ouais, c'est ce que je ressens. Chacun sa cible aussi. Je vais te laisser quand même poser des questions, mais parce qu'on peut rebondir en ping-pong comme ça, on peut se. Moi, ça me va. On fait du coaching beaucoup B2B, c'est que quand tu dis il y a des gens, ils ont besoin de ça, c'est vrai. Et c'est plutôt parfois des indépendants, enfin chacun sa cible. On en parle avant de venir, on se dit, entre guillemets, le gâteau, il est tellement énorme, il y a tellement de besoins, il y a tellement de personas différents que. On ne peut pas adresser tout le monde en réalité, on s'adresse à une cible précise. Nous, c'est plutôt coaching de groupe, B2B, entreprise. Parfois, et heureusement, du coup, il y a des indépendants, des solos qui se reconnaissent et qui aimeraient qu'on les accompagne ou qui nous sollicitent, c'est très cool, mais encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, quoi. Ouais, puis vous avez aussi été commerciaux, chacun.
dans des boîtes, vous avez eu des carrières là-dedans avant, vous avez fait vos preuves sur le terrain. Et c'est ça qui est marrant aussi dans vos coachings, vu que moi je les ai vus pas mal de fois, c'est que vous intervenez, quoi. Genre des fois vous appelez les prospects devant les gens, vous faites Mouille le des trucs maillot, comme quoi. ça. Ouais, vous êtes dedans, quoi. Donc ça, C'est la preuve par l'exemple, sinon en fait t'as zéro crédibilité. Je peux montrer ma ganache toutes les semaines sur des vidéos, faire genre parce que j'ai pompé des théories aux US ou dans le Harvard Business Review et je m'approprie une théorie et je fais genre je sais. Ok, vas-y applique. La plupart des coachs en réalité qu'on voit qui parlent sur LinkedIn, ils ont zéro street cred parce qu'ils sont incapables de passer à l'action. Nous on essaie justement de pas être ce genre de personne. Moi j'aimerais pas être ça, j'aimerais pas avoir ce mec là en face de moi, donc hors de question que je le sois. Ouais. Et encore une fois, par rapport à ce que dit Enzo là, il y a des gens aussi chez eux, derrière leur ordinateur, avec un manque de compétences théoriques, qui ont besoin d'apprendre, etc., qui sont peut-être moins à l'aise aussi à l'idée de intervenir en entreprise, j'en sais rien, se disent, bon, bah moi, un e-book ou un truc que je télécharge avec de la théorie, ça me va, très bien, il en faut. Mais après, derrière, c'est vrai qu'un jour, Enzo a très bien écrit dans un de ses posts, adresser tout le monde, c'est adresser personne. Bah nous, cette cible-là, c'est pas la nôtre, tu vois. Et aller en entreprise et arriver avec cette proposition de valeur de dire, je vais vous rendre plus performant, je vais vous accompagner pour que vous générez plus de CA, pour renforcer votre posture, etc. Bah, pour moi, quand tu arrives avec cette proposition de valeur-là, derrière, tu peux pas juste être dans le blabla. Tu vois, les actions parlent toujours plus fort que les mots, quoi. Donc là, au bout d'un moment, bah, lead by example. C'est-à-dire qu'en gros, je t'apprends à faire des calls, je t'apprends à négocier. Bah, tiens, on va mettre la situation entre nous pour que ça le fasse, tu vois. Et c'est pour ça que les gens ont aussi une mauvaise image. C'est intéressant ce que dit Philippe, c'est quand tu te poses la question, quelqu'un qui a une mauvaise image de la vente, mais en fait, on a zéro formation, surtout en vente. Nous, on le voit, on va en entreprise, on va à l'école. Je l'ai déjà dit sur plein de podcasts ou shorts, je dis à chaque fois, les écoles de commerce, elles font, elles, du commerce, mais elles ne vendent rien lié à la vente. Les gens sortent d'école, ils savent pas décrocher un téléphone. Tu peux faire une école top 10. Philou en parlait justement il y a 2 jours, quand on était en séminaire. Tu sors de là, tu sais pas faire une négo, tu sais faire de la gestion, tu sais faire du management, enfin, il n'y a pas d'école de vente. Aujourd'hui, il y a des bootcamps, des trucs qui se créent depuis quelques années, mais historiquement, on te pousse à faire une école d'ingé, une école de commerce ou autre. Tu sors de là, tu sais pas vendre. Ouais. Et nous, on voit la plupart justement aujourd'hui des commerciaux qui sortent de ces écoles, bah, c'est leur premier taf, ils vont là-dedans parce que ils ont vu de la lumière, ils disent c'est cool, c'est un truc, il y a un variable, on peut bien gagner sa vie, je sais parler aux gens, donc je vais faire ce métier. C'est comme si c'était... si tu sais faire ça, c'est bon, vas-y, va vers le sales. Alors que c'est beaucoup plus complexe, et en fait, on manque de technique. Ouais, et les boîtes ne forment pas en interne, pour la plupart. Donc, il y a un vrai delta et une méconnaissance du métier. Et on se retrouve avec des gens qui sont mal formés. On retrouve avec une culture aujourd'hui en France où on a une mauvaise image. On pense que les gens sont des margoulins, des menteurs, des connards. Il ne faut pas oublier que dans toutes ces boîtes, si les gens peuvent grailler et s'ils ont un salaire, c'est parce qu'il y a des commerciaux derrière qui vendent. Tous les autres pôles, il n'y a pas pour moi un pôle plus important qu'un autre. Tout le monde, c'est des maillons interdépendants dans une boîte. Ouais. Mais si le sales, il vend pas, toi, t'es mort. Il n'y a plus de salaire. Il n'y a plus de salaire à la clé, il ne faut pas l'oublier ça. C'est pas le boss là-haut qui vend, lui, ses contrats. Il va peut-être intervenir dedans, mais en attendant, c'est les sales qui font manger tout le monde. Et pourtant, c'est les gros beaufs de service, c'est ceux à qui on se fout de la gueule, tu vois. C'est grâce à eux que tu peux partir en vacances l'été, Jean-Mich. Okay. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as vu, tu parles dans ton podcast là de la compétence vente. Et puis là, on parlait d'école de commerce. Et en fait, à chaque fois que j'entends ce terme, enfin, en tout cas, surtout dernièrement, ça me fait écho. On dit pas vendeur, on dit commercial. Ouais. On dit pas une école de vente, on dit une école de commerce. Et en fait, j'ai la sensation, en tout cas, je ressens aujourd'hui que le mot commerce est plus cool et moins dévalorisant que le mot vente. Je suis allé dans une école de commerce, ce à quoi faisait référence Enzo. Ouais. Top 10 à l'époque, grâce à un doyen qui nous avait fait monter. Où je voulais apprendre la compétence vente, qui fait partie de l'intégrale commerce, tu vois. Et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps le frère d'un pote qui me dit, moi, je suis dans une école de finance. Et je lui ai répondu par réflexe, ah ouais, t'es dans quelle école de commerce ? Il me dit, non, je suis dans une école de finance, c'est-à-dire que j'apprends vraiment la finance de marché, j'apprends à utiliser vraiment les fluctuations de marché, les outils, etc. Et je l'écoutais parler et je me disais, mais moi, dans mon école, je voulais apprendre justement ce que vient de dire Enzo, à passer un coup de fil, à négocier, à mener une vente, tu vois. Et en fait, j'ai pas appris ça, j'ai appris de la théorie sur le commerce et la vente et apparemment le management ou je sais pas quoi. Et Enzo a raison, aujourd'hui, on n'apprend pas la compétence vente, pas le commerce, tu vois. Et pourquoi ? Parce que
ça fait peur, ouais, vendre, c'est pas cool, vendre, c'est pour les vendeurs de tapis qui vendraient leur grand-mère, c'est pour l'arnaqueur, c'est pour ceux qui tournaient dans La Vérité si je mens là-bas, il y a des années, tu vois. Mais non, la vente, il a raison, Enzo, si on vend rien, bon, on fait pas de chiffre d'affaires, et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de valeur, il n'y a, pas de- Voilà. il y a pas de truc bien, quoi. Donc, Enzo, il dit toujours, mon job, c'est de redorer le blason du commercial. C'est de redorer le blason du vendeur, mec, je dirais. Tu vois. Donc justement, vous avez une bonne vision, parce que vous êtes allé dans plein de boîtes, vous avez vu des milliers de commerciaux en poste. Donc je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est de voir, c'est quoi justement peut-être pas les erreurs, mais justement les gens sont pas formés. Donc instinctivement, c'est quoi les approches de la vente qui sont pas excellentes, et c'est quoi au contraire, vous parliez tout à l'heure de la vente, c'est de la séduction, etc., les bonnes pratiques qu'on peut bosser de manière générale, quoi. Donc, en gros, quand vous arrivez dans une boîte, souvent c'est quoi le constat, le truc où vous dites ah bah ça, si on bosse ça, ça va cliquer, tu vois. Alors, différentes choses. Moi, je peux aller sur les trucs parce que Vas-y, il y en a tellement que Ouais, comme ça me permet de faire le tri dans ma ouais, tête. il y en a plein. Les trucs que je vois souvent, que je note, j'essaie de prendre un peu de hauteur que de parler juste d'un truc technique, parce que pour moi, c'est un mal-être qui vient de plus loin que juste dire ils savent pas passer un coup de téléphone, ils ont peur de décrocher le téléphone. En fait, c'est un manque d'intention. C'est littéralement qu'est-ce que tu fous dans cette boîte. Je voulais en parler tout à l'heure, c'est aussi la passion de vendre quelque chose. On va parler après peut-être de la vente, on la vit au quotidien. Ouais. Quand ça te concerne directement, quand tu dois négocier ton bail d'appartement, quand tu dois négocier un prêt à la banque ou autre, quand ça te touche directement, tu es capable de faire preuve de compétences de vente. Donc il faut avoir aussi une passion, un truc à la base. Ouais. Qu'est-ce que tu fous dans cette putain de boîte? Pourquoi tu l'as choisi? Est-ce que tu as pris le premier CDI qu'on t'a donné parce que personne ne voulait de toi, et que tu as vu de la lumière, que tu t'es dit de toute façon il faut bien commencer quelque part, donc je vais aller là-dedans. Donc il y a un vrai manque d'intention, il y a un nombrilisme énorme auprès des commerciaux, mais qui aussi, je ne veux pas leur donner des excuses, mais je comprends, c'est le côté, la vente, c'est très dur. Tu as des objectifs remis en question tout le temps. Tu repars à zéro tous les mois, tous les trimestres ou autre. Tu as une pression des chiffres qui est constante. Tu te prends des portes H24 avec les prospects. Tu te fais gueuler dessus. Tu te fais marteler par le manager. Donc, c'est stressant. Et donc, les gens, en fait, ils sont auto-centrés. Ils ne pensent qu'à leurs chiffres, qu'à leurs variables, qu'à leurs solutions, qu'à leur gueule, en fait. Et ça se ressent, que ce soit en prospection, au téléphone, en visio, en physique, peu importe. Ils sont auto-centrés, les sales. Et à partir du moment où nous essaie de leur faire prendre du recul, de la hauteur et de dire le prospect, c'est lui qui est au centre. Toi, on s'en bat les couilles de ta vie. Le prospect, il s'en bat les couilles de ta solution. Il est là pour que tu résolves son problème à lui, pas que tu me parles de toi. J'aimerais qu'on se voit pour vous présenter. Me parle pas, je m'en bats les couilles de ta presse. J'ai pas de temps à perdre avec toi qui te présente. Tu vois. C'est des gens, ils manquent d'intention, ils manquent d'humain. Et ça, c'est le plus gros truc que je vois. Et donc, du coup, en fait, ça vient ternir toute la chaîne de valeur, toutes les actions qu'ils mettent en place. Que ce soit de réfléchir à une bonne préparation, une bonne segmentation, que ce soit d'appeler, de ne pas avoir peur, parce que si tu sais pourquoi, que tu n'as pas peur de déranger, que tu aimes ce que tu fais, la peur, elle s'estompe rapidement. C'est dur au début, bien sûr, mais ça s'estompe. La qualité des questions que tu vas poser, tu vas en parler de curiosité. C'est ça la séduction, quand tu t'intéresses à quelqu'un. Si tu parles en moi-je, un premier date, la personne, elle s'en bat les couilles de toi. Ouais. Que si tu creuses, tu essaies de savoir ce qui l'intéresse dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, son parcours, pourquoi, les dernières relations, enfin, des questions ouvertes, des questions centrées sur l'autre. Si on revient à ça, on commence à avoir des vendeurs intéressants. Pardon, j'ai beaucoup de la parole, mais très bien, je suis parti d'un truc. Je suis d'accord avec toi. Bah, on bosse ensemble, c'est qu'on est d'accord. Donc voilà, question suivante. Non, je rejoins Enzo. C'est marrant parce que dans cette constatation de manque de passion, c'est ce que je relève dans ce que vient de dire Enzo. Ça peut paraître très dur ce qu'on dit là, mais j'avais encore au téléphone un prospect tout à l'heure. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. On est le 10 septembre à 15h, je t'ai eu au téléphone. Je peux pas dire quitter. Il me disait ouais, je t'appelle parce qu'aujourd'hui j'aimerais que tu fasses un accompagnement pour mon équipe. Je les sens pas motivés et ils font de la surface, tu vois. Et en fait, je lui dis mais déjà, moi je veux bien accompagner sur des techniques, de la posture, etc. Mais par contre, l'envie, je suis pas magicien, tu vois. Je peux pas avoir un super pouvoir et dire les gars, l'envie, par contre, faut qu'elle apparaisse en vous là, les gars, et tu vois. Donc effectivement, je rejoins Enzo sur le côté très nombriliste, tu vois. Et ce que je relève dans l'impact du manque de passion, c'est un autre truc, c'est que les commerciaux, j'ai l'impression que leur job, c'est devenu une charge et plus une responsabilité. Bien dit ça. Ils disent je suis chargé d'eux. Je suis chargé de relations machin, je suis chargé de faire ça. Non mec, t'es responsable de
augmenter le chiffre d'affaires, d'accompagner des gens, de vendre quelque chose, d'apporter un service. Déjà, valorise-toi, mec. Enfin, je dis mec, tu comprends, hein, c'est la neutralité masculine, mais valorisez-vous, soyez contents. Quand il dit Enzo, aujourd'hui, les commerciaux, ils sont plus en mode j'ai envie de faire ça, je veux te rencontrer pour faire ça, je veux te parler de ça. C'est parce qu'en fait, je pense, et je ressens ça, ils voient leurs petites obligations au quotidien, les enjeux de leurs propres objectifs. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'atteigne ce chiffre-là. Et j'en entends quasiment pas qui disent j'ai envie d'exploser mon objectif. C'est ouais, moi, il faut que je fasse 100K ce mois-ci. Pourquoi il faut que tu fasses, mec? J'ai envie, tu vois. Et il n'y a plus cette niaque, je trouve. Et du coup, notre taf, c'est d'essayer avec Enzo. Je vois que tu as envie d'intervenir parce que je sais que tu es d'accord avec ça. C'est un bon ce que tu dis, c'est très juste. C'est ce côté, en fait, les gars, quand vous comprendrez que votre variable, votre paye, votre bonus, ce que vous vous achèterez à la fin de l'année grâce aux résultats que vous aurez atteints, ça viendra de votre passion et pas du fait que vous vous forciez à atteindre vos objectifs. Tu vois. Et quand cette passion elle est là, c'est comme dans la séduction, même comme à un date, tu deviens beaucoup plus attirant. Ouais, tu vois, moi je vois personne depuis des mois, je suis célibataire depuis tant d'années. C'est vrai qu'en ce moment, ouais, il faut vraiment que je me bouge. Faut que je me case. Tu vois, non mais on est d'accord. Mec, tu fais zéro envie, tu vois, c'est. Ouais. Donc voilà ce que je ressens. Pour rebondir sur ce que dit Philippe, justement, c'est le truc aussi qu'on voit dans beaucoup de boîtes, c'est des grosses lacunes managériales. T'as des managers de zinzin. Et nous, on a eu la chance de bosser avec des super gars que t'as vu aussi quand t'es venu avec nous sur des coachings pour tourner. On a la chance parfois d'avoir des managers zinzin, adorables, qui mettent beaucoup d'énergie, qui veulent que leurs équipes soient dans les meilleures conditions. Heureusement, il y en a. Mais majoritairement, globalement, le niveau managérial, il est assez cata aussi en sales. Ouais. Il est bas. Pour plein de trucs. Tu fais souvent monter des sales qui sont top performers parce que sinon tu les gardes pas parce qu'ils ont des envies, tu vois, de monter et sinon ils se barrent. Donc tu fais monter des gens qui sont très bons individuellement mais parfois qui sont pas capables de porter l'équipe. Il y a un onboarding qui est bâclé dans quasi toutes les boîtes. Quand tu fais venir un sales, s'il est pas performant dans les 2 mois, ça sert à rien de le garder globalement. Je mets de côté du grand compte avec des cycles très très longs, mais globalement tu sais que si t'as pas des bons signaux dans les 2 mois, c'est foiré. Et les onboardings sont bien souvent bâclés. Donc, on revient aussi à ce manque de formation au global et à l'arrivée, qui doivent être faits par les managers. L'animation au quotidien, c'est aux sales de se bouger le cul, d'être passionné, d'être motivé, mais c'est aussi aux managers de garder une équipe motivée au quotidien. Et l'animation commerciale, c'est un truc qui manque dans énormément de boîtes, parce que le manager, il est aussi souvent pressurisé. Là, je tire pas sur lui. Je sais que pour être passé aussi par là, quand tu es manager et que tu as encore un peu le nez dans l'opérationnel, ou que tu te fais pressuriser par les big boss du dessus, et que toi en dessous, ça ponge, et que tu fais l'éponge, et que tu passes ton temps en réunion, et que tu aimerais passer plus de temps avec eux, ou que tu as des équipes de 12 personnes, comment tu gères une équipe de 12 personnes en direct? Ça n'a aucun putain de sens. Une équipe à partir de plus de 5 en direct, pour moi, c'est de l'hérésie. Plus que 5, à savoir donc plus qu'une personne à gérer sur des jours de semaine, ça n'a aucun sens à mes yeux. Sachant que tu as des boîtes qui vont te dire, et tu vas continuer aussi un peu l'opérationnel, parce qu'il faut que tu continues de faire du chiffre. Après, tu as les middle managers, c'est ça. Et c'est ça. Tu as ceux qui doivent garder un pied dedans, donc ils doivent continuer à faire du chiffre, mais qui doivent aussi manager une équipe, parce qu'ils font un peu le tampon, et l'équipe, il y en a 7. Enfin, ouais, ce serait trop facile de rejeter la faute tout le temps sur le commercial. Tu vois, il y a aussi, il a raison Enzo, le côté... structurellement. Et donc accompagnement des managers aussi. Parce que du coup, ces managers qui sont mis à des postes, c'est pas qu'ils veulent pas non plus bien faire, c'est qu'ils savent pas trop comment faire. Et ceux qui les ont mis en poste attendent que eux d'eux-mêmes, ça devienne des super managers. Et donc là, ça devient des gars qui sont chargés de s'occuper d'une équipe qui a pas envie. Ça devient des dépressifs. T'as pas envie d'être responsable d'une équipe. Non, mais c'est clair. C'est horrible. Et tu vois, moi je l'ai vécu aussi ça. Quand tu es responsable de le management, c'est dur. Hein. Vraiment, tu ne nais pas en apprenant à gérer un humain, tu vois. Et alors plusieurs encore moins. T'apprends déjà à te gérer toi. C'est pas facile. Et à la base, ta vie, elle commence avec quelqu'un qui te gère toi. Tes parents, si t'as la chance d'en avoir, tu vois. Donc, la vie, c'est on s'occupait de moi, maintenant je dois m'occuper de moi, puis putain, attends, il faut que je m'occupe d'autres gens qui sont même pas de ma famille pour le boulot. Et souvent, le réflexe, il est avec la fatigue, c'est humain, on n'est pas des robots. Parce que là, on balance plein d'infos, on n'est pas non plus, nous, irréprochables, tu vois. 100%. On essaie juste d'être dans la conscientisation. C'est-à-dire, il se passe ça. Je pense que un bon humain qui deviendra un bon commercial, un bon vendeur, un bon manager, c'est un humain qui est capable de se dire « Attends, moi aussi, je suis faillible. Est-ce que j'ai pas besoin de me faire accompagner ?» Tu vois, c'est comme le psy qui est suffisamment sage pour se dire « Putain, j'ai peut-être besoin d'un psy moi aussi. » Tu vois. Et ben,
Le commercial, il a ses lacunes, il faut qu'il soit accompagné, etc. Donc, ce qu'on constate en entreprise, c'était ta question. Qu'est-ce qu'on voit ? Et je vois aussi beaucoup le manager qui dit c'est pas de ma faute. Bah oui. C'est pas de ma faute. Ah, mais d'accord. Dans ce cas-là, on fait quoi ? On se rejette tous la faute et on n'avance pas, tu vois ? Si ton équipe, elle manque de passion, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si. Parce que toi, tu manquais de passion aussi. On en revient, et c'est une boucle, hein, lead by example, tu vois. On est sur un vrai métier d'ego. Hein. Tu as parlé de no ego, tu as dans un ego, mais on est le pôle sales, on est quand même un métier où l'ego, malheureusement, tue la perf. L'ego, il faut en avoir. Hein. Moi, j'étais dans une période de ma vie quand j'avais 20 ans, beaucoup de méditation, machin, je me cherchais, ça m'a fait beaucoup de bien, mais j'étais aussi dans le rejet de attention, faut surtout pas d'ego et tout. Et un de mes boss à l'époque, qui est brillantissime, Victor, du coup, chez WeHelp, m'avait dit mais non, pas du tout, il t'en faut un peu d'ego. Enfin, l'ego aussi, c'est aussi synonyme d'ambition. Donc, mais à un moment donné, on gonfle un peu trop l'ego chez les commerciaux, que ce soit chez les managers, soit du coup chez les sales, où ça déborde, c'est qui est la plus grosse. Je rentre dans le stéréotype aussi, mais c'est pour dire qu'on se remet aussi pas beaucoup en question. Nous, on le voit même parfois dans des coachings. Hein. On vient, on a des top managers qui nous font venir, ils ont une vraie envie que on aide l'équipe. Nous, on essaie de venir humblement, comme l'a dit Philippe, on vient pas en mode nous, on n'est pas des gourous, des magiciens, les gars. On vient essayer de vous redonner une petite étincelle, vous donner des méthodes, prenez ce que vous avez à apprendre. On essaie de venir vraiment humblement. Et t'as toujours des mecs ou des nanas un peu récalcitrantes, qui pensent qu'ils font tout parfait. Mais frérot, si tu faisais pas tout parfait, on serait pas là en fait. Tu vois. Et la remise en question, elle est pas souvent simple aussi chez le sales. Oui, parce qu'en plus, t'as vraiment le côté. T'as mal fait entre guillemets ton entretien de vente. Ça fait mal à regarder en face. Si quelqu'un arrive de l'extérieur, veut te dire là, tu fais mal, si ça, potentiellement, tu le fais mal depuis longtemps. Du coup. Ça peut être dur à accepter, j'imagine aussi pour les. Si tu prends que cette casquette boss que tu viens de prendre là dans ton exemple, ça marchera pas. Tu sais, un manager, c'est 3 casquettes: un boss, un leader et un coach. Un coach. Bah oui. Donc, si tu fais pas le coach, ok, tu sais quoi, t'as foiré, d'accord. Je veux plus que ça se reproduise. Boss, ok. Je vais te montrer comment j'aurais fait, d'accord. Mais avant. Je vais t'accompagner aussi, je vais le faire avec toi, on va revoir le truc, on va prendre le temps. Prendre le temps, plutôt que de dire fais mieux, vas-y, c'est être le coach. Donner l'exemple, c'est le leader, et après le boss, effectivement, c'est celui qui derrière doit faire tampon au-dessus, donner la direction, etc. Machin. Prendre le temps de prendre ces 3 casquettes, c'est quelque chose que je vois pas beaucoup, tu vois, que de gens font, le prendre le temps. Et c'est marrant, ta question, quand tu l'as posée, elle m'a fait penser à un truc que je me suis dit récemment. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un qui me parle d'un mentor. Tu vois, cette culture du mentor, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus. Tu vois, la personne qui était suffisamment pleine de recul et de sagesse pour te sortir des punchlines énormes, qui t'impressionnait, à qui tu avais envie de ressembler, et que tu cites des années plus tard dans des podcasts ou des trucs comme ça. Et ben, j'entends plus. Je me suis fait la marque récemment, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un qui m'a dit, j'avais un mentor, ou j'ai ce mentor-là. Ouais, je trouve ce qui est intéressant, c'est d'avoir un mentor, d'avoir des pairs, et d'avoir des gens à qui tu peux transmettre, d'avoir les 3 niveaux. Avec 2-3. Et du coup, tu peux transmettre, rivaliser entre guillemets avec tes pairs et aussi te faire un peu tirer vers le haut par le mentor. Et c'est vachement cool, quoi. Tu gagnes du temps avec ton mentor parce que tu refais pas les mêmes erreurs, tu te fais du coup challenger. En même temps, tu te tires la bourre avec ceux qui sont au même niveau et donc du coup, ça t'aide aussi à te dépasser. Et tu prends beaucoup de recul sur toi où tu en es, comment tu veux transmettre les choses et tu comprends mieux à la fois qui t'es et ton métier parce que tu le transmets à d'autres. Moi, j'ai réappris vraiment la vente depuis que je coach. Je pense que j'ai toujours été un bon vendeur et j'ai toujours été top performer, mais j'ai toujours fait beaucoup finalement d'impro là-dedans. Je me suis un peu fait tout seul grâce à des gens que j'ai rencontrés et parce que j'étais curieux. Mais depuis que je l'enseigne, je prends beaucoup de recul sur les concepts, sur les trucs pour essayer de les vulgariser, les rendre simples. Et je comprends des trucs a posteriori. Je me dis, putain, à l'époque, en fait, je faisais ça, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais finalement, je fais des trucs que j'enseigne maintenant, tu vois. Mais je le faisais instinctivement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et c'est hyper intéressant d'essayer d'enseigner un truc parce que c'est pas simple. Hein. On dit toujours que vous allez apprendre en faisant. C'est pour ça qu'on fait des jeux, qu'on fait pratiquer, qu'on fait prendre le tel, etc. Et je rejoins totalement Enzo. J'apprends mon métier en le faisant. Et du coup, je réapprends mon métier de base, sales, en le refaisant faire. En coachant, quoi. Et j'applique aujourd'hui des techniques que j'enseigne que je me rendais compte que j'appliquais peut-être plus très bien. Tu vois Tu me suis ? Ouais, je te suis. C'est tordu, mais bougrement intelligent. Hein. On a les droits. On parlait tout à l'heure du nombrilisme du commercial, mais en fait, de manière générale, de la personne qui veut vendre ou qui veut
qui veut séduire dans une certaine mesure et qui va parler trop d'elle. Donc, par exemple, je sais pas, je veux un appart et je parle que de moi, sans m'intéresser à pourquoi la personne loue l'appart et qu'est-ce qu'elle recherche chez la personne. J'ai des petits extraits de films. Yes. Allez là. J'en C'était ai une bonne passe D, le dîner de con, du coup, là. Exact, c'était parfait. C'était Tout parfait. était préparé. Bien sûr, je le sais. Pas du tout. Et du coup, je vous propose qu'on parsème cette conversation de petits extraits à certains Parsemons, moments. Baptiste, parsemons. Donc, je vous propose un premier extrait qui est justement sur... vous allez voir. Parfait. Vous pouvez cliquer sur le Tu viens de deuxième faire un lien. move d'hôte de podcast. Je vous propose de... Vous verrez par vous-même. Ah, c'est le premier. Le deuxième, tu peux cliquer. C'est pas Robert De Niro. Ouais, Robert De Niro. Boss tu peux as a cliquer. car salesman. Robert De Niro. De Niro. Could put 3 bodies in there. Just kidding. Just trying to levitate the situation. Okay, thank you. We appreciate it. Sure. Hey, what kind of car you drive anyway? It's a Lexus 430 LS. That's like a Toyota. It's a Lexus. Yeah, Toyota, Lexus, same thing. Japanese, right? Let's not forget Pearl Harbor. Anyway, let's get serious. You want to buy this car, what? Yay or nay? Well, I don't know. We have to think about it. Yeah. What's there to think about? I mean, you told me you liked it. You asked me 10,000 questions. I answered every single one of them. You drove it. You love it. What more do you need to know? It's a lot of money, and we just need the time to consider it. Consider it. Well, why don't you consider this? You've been breaking my balls for about an hour, asking me about every goddamn accessory in this car. Look, what about the light? What about this? What about this? Mais qu'est-ce que j'aime ce mec. Ah oui, il est trop fort. Elle est mec, trop bien ça cette coupe. scène. customers like that. You're not a customer as far as I'm concerned. You want to buy the car or not? Not from you. I want to see the manager. You want to see the manager? I'll show you the manager. Here's the manager. Right here. Here's the manager. Want to talk to him? What should I do? Throw him out! You hear him? You just said throw him out. He's the boss. On est d'accord que là, les gens verront aussi l'extrait pendant que nous on le voit là. Ok, d'accord. oui, bien sûr, Hein, oui, qu'ils ce sera comprennent affiché. pourquoi on rigole. Là. Ah oui, ce sera affiché là. D'accord, ok. Oui, Quel oui, génie. cultissime cette scène. elle est Quel trop bien. génie. Est-ce que bon là c'est Des potes méga m'avaient envoyé cette caricatural, vidéo mais- quand je suis devenu. Sales Quand je suis t'es devenu devenu sales. commercial. Ouais. C'est vrai. J'ai des potes qui m'avaient dit c'est ça que tu fais. Ah, c'est génie. Et là, du coup, faut qu'on l'analyse, c'est ça? Non, mais c'est plus bon là elle est très caricaturale. J'en ai d'autres qui vont être plus sur la négo et tout. Il y aura des trucs à analyser, mais je trouvais que ça illustrait un peu, tu sais, le sales des fois qui veut faire ses objectifs et du coup qui push. Par exemple, quand la personne te dit bah faut que j'y réfléchisse, machin, etc. Comment tu réagis à ce genre de truc tu Bah, vois. là, si on essaie d'analyser Ouais. le truc un peu 3 secondes, en fait, c'est drôle parce que. Il y a des trucs bons, hein. Ouais, bah en fait, on n'a pas l'avant parce qu'il démarre son truc avec qu'est-ce que vous vendez. N'importe quoi. Qu'est-ce Qu'est-ce que vous conduisez comme qu'est-ce que voiture, vous ouais. avez comme voiture actuelle, Ouais. histoire de voir un peu où il Ouais, est, prendre la etc. température. Lex is Toyota, Mais something Japanese. Donc ça, du coup, c'est drôle, ce qui lui met genre un jugement énorme, mais ça, c'est drôle. Mais tu peux dire la question est bonne. Après, tu te rends compte qu'il a déjà répondu à toutes les questions avant. Il l'a emmené conduire la bagnole, etc. Où là, il est censé normalement faire toute sa découverte et tout, tu vois. Et là, le côté, mais ça, c'est l'objection de base qu'on a tous envie de fracasse, je vais y réfléchir. Mais en fait, tu te rends compte que le je vais y réfléchir, c'est une fausse barbe et comment tu la traites par une autre question, c'est que là, en fait, tu te rends compte qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour réfléchir. Est-ce que D'ailleurs, c'est- il le fait. C'est juste que comme il s'énerve. Exactement, C'est pour ça que je te regardais en rigolant parce qu'il fait du bon traitement d'objection. mais Le il problème, c'est la s'énerve. posture. Ouais, le problème, c'est la exactement. posture. C'est que la question au début qu'il pose, c'est vous avez besoin de réfléchir à quoi. Après, elle est un peu brutale, elle manque de subtilité, mais on a envie du coup d'amener ça sur. On sait qu'aujourd'hui, la problématique, là, c'est pas une question de temps, c'est une question d'infos. Pour prendre une décision, il faut des infos. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez pas osé me demander depuis tout à l'heure? Tu vois, genre, et un peu d'aller recreuser le truc. Mais là, il se vénère à la posture. Bon, elle est drôle, mais Au début, c'est le rêve. j'aime bien parce qu'il est vraiment dans ce que j'aime dans la vente, c'est-à-dire il pose une seule question, il attend, il les regarde et il fait une espèce de ce que j'appelle moi vraiment mise en situation storytelling. Il les fait imaginer quelque chose, tu vois. Il dit en fait quand vous conduirez cette voiture, tu vois. Il fait un blanc, il pose une question. Bon, après, il part en cacahuète. Hein, tu sens qu'il est épuisé Oui. et qu'il perd patience. Mais sa posture est bonne au début, tu vois. C'est juste en mode. Ça commence par une vente en bénéfice en fait. Quand il Exactement. parle du coffre, après, comme on sait que c'est le film où il est truand à côté, enfin c'est un parrain de la mafia, il dit là vous pouvez foutre 2 corps faciles, mais c'est exactement une vente en bénéfice, c'est de se dire genre là demain vous êtes une famille nombreuse, vous allez pouvoir charger la poussette, le truc, tu vois, c'est je me projette, c'est pas juste aujourd'hui on a un coffre de 400 litres, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de 400 litres, Ouais. qu'est-ce que je charge dedans en fait, Ouais. tu vois, vente en caractéristiques, avantage-bénéfice. C'est un bon extrait. Ouais, c'est très drôle. J'en ai Franchement, encore Vas-y, quelques vas-y, autres vas-y. si vous voulez. Je Vas-y. te sens frétiller d'impatience. Bah, de je nous trouve les ça partager. hilarant. c'est très drôle. Puis j'ai des extraits assez hilarants. Alors,
on peut peut-être en faire un sur... vous pouvez mettre le premier lien cette fois. Devant moi. Ouais. Ah putain, celle-là, on la connaît. Bon, celle-là, c'est... Je n'en peux plus. Je vais pas vous surprendre avec celle-là, mais j'en ai d'autres après. Je pense qu'ils vont... Je vais te faire la même réaction que Jordan Belfort fait sur le film lui-même dans un podcast où il explique que justement l'objectif c'est pas de tomber dans le piège de la vente du stylo mais d'essayer de voir si la personne en a vraiment besoin. Je te le dis à l'avance. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous devez leur donner envie d'acheter. Phrase. Créer le besoin. De toute façon, ce film, c'est le stéréotype de tout ce qu'il ne faut pas faire en vente. Le Loup de Wall Street, c'est l'arc. Tu vois, quand tout à l'heure on disait genre pourquoi les gens ont une image de merde, ce film y a contribué de ouf. Genre vraiment, moi j'adore DiCaprio, enfin ce film, j'adore le regarder. C'est tout ce qu'il faut pas faire en vente. C'est le stéréotype d'Éricain, du coup, nous ça nous concerne pas du tout dans la culture française, quoi. Mais le vends-moi ce stylo, tu l'as déjà eu en... Moi, je l'ai eu en entretien à l'époque où j'étais encore en CDI, je passais des entretiens, je l'ai eu une fois. Moi, je l'ai eu avec une paire de lunettes de soleil. Ok. Ouais. On m'a dit, vends-moi cette paire de lunettes de soleil. Et pour la petite anecdote, la première fois où j'ai vu le film, parce que je l'ai vu 2 fois au ciné, la première fois, je l'ai vu tout seul sur l'UGC des Champs. Pas facile à dire sans osoter. Et je me rappelle que j'étais pas concentré parce qu'il y a plein de trucs qui m'agaçaient en tant que... J'étais middle manager à l'époque. J'étais plus que sales. Et je me rappelle que j'écrivais des trucs, je me prenais des notes et tout, machin, et je me disais, ouais, vas-y, en fait, j'ai loupé une grosse partie du film qui est incroyable. Il est trop drôle. Ouais, il a chialé de rire et Jonah Hill dedans, moi, je trouve ça incroyable ce qu'il fait. Et ouais, je suis d'accord avec Enzo, c'est chiant ce truc-là, parce que depuis des années, ça tourne en boucle, et il y a eu un truc autour de ça, et en fait, ça rend pas hommage à la vente, tu vois. Et moi, ce que j'invite les gens à faire qui regardent ce podcast, c'est justement de regarder les vidéos de Jordan Belfort, qui est invité lui-même pour débriefer de cette scène. Et à la fin, quand il dit, DiCaprio, quand il revient et qu'il est maître de conférence, vendez-moi ce stylo, où il dit que justement, calmement, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, que justement, il faut poser des questions, il faut prendre le temps, il ne faut pas forcer une vente ou créer un besoin, tu vois. Donc voilà, c'est ma réaction à cette vidéo. Mais tu vois qu'elle nous anime quand même. Moi, je te laissais, là, je me suis calmé aussi. Ouais, c'est bon. Je suis pas content. Vas-y, enchaîne. Allez, next. Ok, j'en ai un autre plus sur la négociation. C'est comment les milliardaires négocient. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en haut de l'écran. Your price is too high. Grosse objection sur le prix direct. Ah, je l'ai vu. You have a nice day, James. 400. 550. 450. 525. That's it. Yes or no? And if it's no, that's it. Any further communications goes right into my trash can. It's a deal. Before I leave, what would you have paid? 600. Then you would have taken? 475. So we made a good deal. Actually, I lied. I would have taken 4. Que de l'ego. Mais une fois que c'est fait, c'est drôle. Ah, fascinant, parce que moi, c'est mon sujet préf, donc... Vas-y, frère. C'est riche, vaste et complexe comme sujet, la négo. C'est tellement propre à plein de paramètres. Le seul truc que Enfin, pas le seul truc, mais le premier truc que j'ai envie de relever quand je vois cette scène, c'est que effectivement, la négociation dans la théorie de la vente avec la technique vraiment des petits pas, tu vois, c'est l'un avance vers l'autre, on essaie de trouver une zone d'intérêt commun, un chemin au milieu où on se retrouve. En fait, ça fait peur parce que l'ego te fait te dire, ok, jusqu'où moi je suis prêt à aller pour que ça se rapproche de ce que lui est prêt à faire, et du coup, avant même de penser à être dans le moment, tu es déjà en train de penser à comment tu vas pas te faire niquer. C'est ça que j'aime pas dans la négo. C'est le côté qu'est-ce que je fais pour pas me faire niquer, ou alors pour que ce soit moi qui le nique lui. Excuse-moi pour toutes ces vulgarités, mais c'est comme ça que ça se fait, tu vois. On parle beaucoup de se niquer dans ce podcast. Ouais, c'est effectivement, il se passe quelque chose. Le titre de la miniature. Et c'est une vraie technique de négo qui existe. Il existe plein de techniques de négo différentes, mais celle des petits pas, c'est comme ça que je l'appelle, tu vois. C'est vraiment le côté où on avance l'un vers l'autre comme ça. C'est ce qu'ils mettent en avant direct dès le truc. J'aime bien le fait, déjà, ils se posent que des questions ouvertes. Vous aurez noté dans la vidéo, je sais pas si vous l'avez relevé, mais c'est plus en mode combien tu aurais été prêt à mettre,
Jusqu'où t'es prêt à aller? Qu'est-ce que t'en penses? Et ça te fait ressentir quoi? Tu vois. Voilà ce que je ressors direct en premier de cette vidéo. Puis ils sont tous les deux contents d'avoir fait un bon deal aussi. Déjà, ils sont tous les deux contents d'avoir fait un bon deal, même si l'autre à la fin, il lui fait comprendre que c'était un peu mieux pour lui. Donc finalement, on repart quand même dans ce truc de je t'ai quand même un peu eu. Ouais. Après, ça, c'est une négo de milliardaires, justement, de ce qu'ils veulent dedans. Donc la posture, elle est aussi très froide. On parle que d'argent, c'est les fameux petits pas. Puis c'est scénarisé Hollywood. Oui, c'est scénarisé de ouf. Ce qu'il y a à retenir, je pense, en tout cas dedans, c'est que les deux, et c'est d'ailleurs la première question qui se pose, c'était quoi ton plancher? Tu vois, ils sont tous les deux partis, ils savaient très bien que lui, il irait pas au-dessus de ça, lui, il irait pas en dessous de ça. Ouais. Et ça, c'est un truc à avoir nécessairement quand tu viens dans une négo, c'est avoir suffisamment d'éléments, savoir jusqu'où tu peux tirer, quelles sont tes marges de manœuvre pour renégocier, pour peut-être aller rechercher un petit peu plus. Tu viens pas en négo à poil, tu viens pas en impro. Ils savaient tous les deux pourquoi ils venaient ici et jusqu'où ils seraient prêts à aller. Et ça, c'est la base en négo. Ouais, ça se prépare. Je me souviens qu'on avait fait une simu de négo avec Philo. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais il y a un truc dans lequel... Enfin, il y a un principe qu'il faut pas oublier, c'est que si tu es dans une sensation de négociation, si tu as le sentiment que tu es en train de négocier quelque chose, c'est pas la même chose que traiter des objections. Tu vois. Là, ils ont envie de bosser ensemble. Tu vois. Et en fait, à un moment, quand on était en train de regarder la vidéo, je dis à l'oreille d'Enzo, non-vente. La non-vente, c'est en mode, tu sais quoi, t'es pas content, c'est peut-être trop cher pour toi, parce que peut-être que le produit est trop complexe pour toi. Tu le mérites peut-être pas, j'en sais rien, toi, c'est un exemple. Du coup, il s'en va. Ouais. En fait, le fait que l'autre le rappelle en disant un prix et qu'il se retourne, en fait, ça, c'est pour moi un exemple de ce que tu peux casser quand tu es dans une situation où tu as l'impression de négocier. C'est ce côté. Déjà, on remet à plat les choses. On a envie de bosser ensemble. Sinon, on ne serait pas dans la négo. Je dis toujours en coaching, calmez-vous quand vous prenez une objection, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire dans la vie que l'indifférence. Donc, si on te faisait... Et il en reparlait encore en coaching hier, Enzo, il disait, faites attention aux gens qui vous disent oui. Oui. Ah, les prospects, oui. Tu vois, bah là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils disent pas, quoi. On en reparlera. Alors, en fait, ça, c'est tu un vois truc ce que je veux dire. Ouais, je vois. S'il y a de la friction, c'est que la personne est intéressée. Si elle n'est pas intéressée, elle se ferait pas chier. Et parce qu'en fait, quand on parle justement de closing ou quoi, c'est aller chercher le nom, aller désamorcer. On te vend beaucoup de théories justement un peu plus pompeuses de faut aller chercher 3 oui pour qu'une personne... Ta gueule, faut pas aller chercher des oui en réalité. Ça, c'est de la manipulation psychologique pour toi te rassurer. Moi, c'est ce que j'appelle les prospects oui. C'est des gens qui, parce qu'ils n'ont pas le courage de te dire non, ou parce que toi, t'es pas su aller chercher aussi des choses, te diront oui, vous avez des questions, non. Et ces gens-là, ils te rappellent jamais. C'est comme ça que tu te fais Ryan Ghosting. Je te donne un exemple que j'ai cité hier en coaching avec Enzo en mode frère moustache. On était à un séminaire et je lui disais, il y a un prospect qui me dit bon, j'ai reçu ta propale, on s'est mal compris. Déjà, j'ai adoré le fait qu'ils disent on s'est mal compris. Tu vois, il m'a pas dit tu m'as mal expliqué ou alors tu vois, c'est vraiment déjà machin. Bon, bah, t'es 2 fois plus cher que d'autres devis que j'ai. Mais en fait, si je lui avais pas convenu, s'il avait pas envie de travailler avec moi, il m'aurait même pas dit ça. Il m'aurait dit, ok, bien reçu. Et il serait allé ailleurs. Ouais. C'est cette notion de perception que j'essaie de mettre en avant à travers cet exemple-là, ce que je te disais juste avant. C'est vraiment ce côté... Attends, mais déjà, pourquoi on voit la peur et le négatif dans la négo? C'est juste qu'en fait, la personne, elle veut bosser avec toi. Donc, cette espèce de tapis un peu de compréhension ouverte, il fait du bien déjà. Tu vois. Et souvent, c'est ce que je ressens en coaching sur la négo. Il y a ce côté, genre, on a peur... qu'est-ce que l'autre pense, on sait pas. Et c'est une question de mindset, en fait. C'est une question de posture. Ça doit éveiller des blessures aussi, peut-être de peur du rejet, des trucs comme ça, peut-être profonds, quoi. De ouf. Bien sûr. Parce que du coup, se prendre un nom, c'est jamais agréable, quoi. Et après, c'est pareil. T'as combien de deals dans le pipe? T'as combien de deals, toi, chaud, capable, tu vois, genre de compenser si tu perds ce deal? Ce qu'on voit, c'est que le mec, celui qui gagne, c'est celui qui est prêt à se barrer et dire tant pis, je m'en bats les couilles de ton deal. Celui qui a rien à perdre. Ce qui est très dur souvent quand t'es salarié d'entreprise, parce que ton deal t'y accroché, on te met la pression au-dessus, donc tu sais que t'as pas le droit de perdre ce deal. Donc la posture qu'on te vend là de celui qui est capable de se barrer de la table, c'est celui qui gagne. Oui, en théorie, quand t'es salarié, c'est pas vrai, t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Mais il faut du coup tourner ça différemment. Et... Merde, j'ai raté du coup ce que je voulais dire là-dessus. Je suis parti dans ma Ça, c'est ton Ryan Ghosting, ça. Putain, mon cerveau. Ça me fait penser à un autre extrait, si tu veux, qui rebondit précisément là-dessus. Putain, t'es là, Baptiste, franchement. Là, attends, il est où? Parfois, il est sous Cassian. Voilà. Mais là, il est là. C'est le premier. Le lien en haut, là. Est-ce que tu veux appuyer? Toujours à répondre. Kevin, I just wasted half an hour waiting for you. So before we get to anything, you're gonna convince me why I should go with you in the first place. Okay, we're done. Don't let the door hit you on the way out. What?
Only one of us is facing bankruptcy, and it isn't me. So instead of scolding me for being late, you needed to be convincing me why I should save your dying company. So, nice to meet you. Loyalty. What did you just say? I have a game-changing contract that's guaranteed to come my way in 6 weeks. If we can show solvency, if we make it 6 weeks, we're back in business. Here's the thing, Kevin. I don't give a shit about a regional trucking company that's only going to increase our billings 1%. I get you out of this, your stock's going to go through the roof. You want a piece? I want 20%. No way. 80% of something is a whole lot better than 100% of nothing. You gonna fight out there like you just did in here? I haven't even broken a sweat. Ah là là, cette phrase, je la sors tout le temps en coaching, elle est monstrueuse. Le mec s'autosuce, pardon. J'adore. Vous pensez que vous avez vu un extrait de Suits, mais nous, on a vu une vidéo de Enzo. Sa phrase à la fin de 80% de quelque chose, c'est toujours mieux que 100% de rien. Ça, c'est souvent des trucs que je dis à des boîtes pour un peu mettre l'eau à la bouche des prospects, tu vois, quand t'as des trucs 100% à la com, que tu viens compenser, je sais pas, remplir des hôtels ou autre, que les gens sont en mode c'est trop cher. Et en fait, je vous aide à remplir un truc que vous n'avez pas aujourd'hui. Est-ce que 80%, puisque souvent d'ailleurs des 20% que les gens prennent, est-ce que 80% de X, c'est pas mieux que 100% de 0 ? Ouais. Les gens se sentent un peu cons avec ça, tu vois, genre... Bah, il est trop fort, de toute façon, lui, son personnage, il est fait pour jamais perdre. Hein. Ah oui, clairement. Parler en images précises et essayer de changer la perception, j'ai l'impression que je parle que de ça en boucle depuis 2 semaines, c'est un truc de fou. Tout est connecté. Mais en gros, ce qu'il fait là, c'est qu'il vient juste changer la perception qu'ont les gens des choses, tu vois. Souvent, il y a une autre... je cite souvent ça en coaching aussi, il y a une objection sur le prix qui revient tout le temps. Je sais que les personnes que j'accompagne, souvent, ils me disent « Ah, c'était trop bien ton exemple ». Je leur dis, quand on vous dit, par exemple, c'est trop cher, essayez de penser en retour sur investissement. Ce mot, ce terme, tu l'entends partout, mais tu sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Du coup, je donne un exemple concret, exactement comme fait Harry Specter c'est le nom du perso, hein, dans la série, là. Exactement. Il dit « Ok, je te donne avec des chiffres, tu vois. » Et je leur donne souvent cet exemple, c'est quoi ton panier moyen, toi, en tant que sales, en tant que je te donne un montant, tu vois, ok. Imaginons que je t'accompagne à faire ça, je te donne l'exemple, je te montre l'exemple, je t'accompagne même peut-être sur un deal, je te montre comment faire de la relance, du closing, etc. Donc ouais, ton panier moyen, c'est 5 000, je te coûte 1 000. Ça veut dire qu'en gros, pour 1 000 dépensés avec moi, tu vas gagner 4 000 en plus sur un deal que tu n'aurais peut-être pas eu, tu vois. Juste avec des chiffres. Il suffit que tu en signes un en plus. Donc en fait, toi, tu crois que je coûte 1 000, mais en fait, non, je te rapporte 4 000. Tu vois ? Ouais, je vois très bien. C'est un peu cette image-là du... Enzo qui précise aussi que 80% de quelque chose, c'est mieux que 100% de rien, tu vois. Oui, puis après, c'est trop cher, ça dépend aussi. C'est est-ce que tu vois ça comme un investissement, enfin comme un levier ou comme un coût, tu vois. C'est aussi les gens, c'est trop cher. Le fameux c'est trop cher par rapport à quoi ? Bon, ça, c'est très bateau, même si c'est une bonne question, c'est juste que tout le monde l'entend, mais oui. Ouais. Qu'est-ce qui est... Ça veut dire trop cher, c'est quoi ? Trop cher par rapport à quoi ? Oui, ça veut dire qu'il y a une comparaison. C'est quoi cette comparaison ? C'est trop cher par rapport à la valeur que je vais créer demain ou trop cher par rapport au budget que tu avais en tête à allouer, du coup, par rapport à ça ? Et c'est vrai qu'on revient toujours à une notion chiffrée héroïste, dans la mesure du possible, en fonction de ce qu'on vend, bien sûr. Bah, en fait, ça remet l'église au milieu du village, quoi. Ça remet les pendules à l'heure. J'ai pas de troisième expression, mais j'avais envie. La pendule sur l'église du village à l'heure. Pas mal. Ok. Pas mal. Allez, on prend. Excellent, messieurs. Trop bien, trop bien. Cet extrait, moi, je le trouve marrant aussi pour le côté... Harvey, il quitte la pièce, il a rien à perdre. L'inversion de posture aussi enfin, tu dois me convaincre de travailler avec toi, t'étais en retard. Et l'autre qui se barre en disant en fait non, c'est plutôt toi qui vas me convaincre pourquoi je travaille avec toi. Bon, là c'est très dans la force et tout, mais en fait il y a aussi un truc intéressant, la descente rapide en égo. Ouais, moi j'allais parler du coup de l'effet miroir que je parle souvent à la fois en rendez-vous ou même en prospection. C'est que l'autre arrive en retard. Là, on ne sait pas, ça se trouve, il serait arrivé, il leur a dit « Désolé, il m'est arrivé une couille, là, depuis 1h30, je suis bloqué, vraiment désolé. » Il est arrivé dans la pièce, il s'est fait agresser. Et en fait, on parle aussi du profil disque, couleur rouge, vert, jaune, etc. Là, on a donc un profil rouge face à un profil rouge. Et qu'est-ce qu'il comprend en profil rouge ? Un autre rouge, un autre profil dominant. Et donc, lui, plutôt que s'écraser, dire « Ah ouais, c'est vrai, pardon, j'aurais dû... »
ce qu'on aura peut-être du coup fait, c'est vrai que désolé pour le retard, c'est vrai que c'est pas cool. Lui, il a dit ah ouais, ok, bah attends, non, je te chie à la gueule moi aussi. Et il s'est mis en opposition par rapport à lui. Et ça a fait du coup dominant face à dominant. Il a retourné le rapport de force. C'est vrai qu'il a dit I poo on your face. Ouais, il a dit littéralement. Je te chie à la gueule, je me casse. Et bref, en tout cas, il a inversé le rapport de force là-dessus parce que l'autre lui a braillé dessus. Donc il y a eu un effet miroir de tu me brailles dessus, je te braille dessus. Ouais. Peut-être ce qui peut être intéressant maintenant pour finir sur un truc un peu plus léger, c'est l'art d'ouvrir des conversations, l'art de poser des bonnes questions, l'art du small talk. Le commercial, on le voit souvent comme la personne sociable, quoi. C'est quoi Non, tu t'es pas d'accord? Oui, non, si. Ouais. Bah, ça dépend, mais on pourra en reparler. C'est un autre sujet. On fera une troisième vidéo. L'art du small talk, vous, en tant que commerciaux, comment, quand vous allez au resto, vous pouvez créer du lien plus rapidement avec les serveurs? Comment, quand vous allez... je sais pas où, vous arrivez. Enfin, en gros, dans votre vie perso, c'est quoi ce que vous mettez en place, consciemment ou inconsciemment, de par votre métier, à part la moustache? Non, je faisais pas la moustache, je faisais ça. Le sourire. Ouais. C'est drôle, ce midi, j'étais avec Benjamin qui nous attend là derrière. Je pense que c'est détendre l'atmosphère. Le small talk, c'est pas forcément trouver un sujet. Genre, les gens se mettent une pression sur small talk, icebreaker, comme si tu devais à tout prix trouver le truc parfait. Je trouve que c'est surtout mettre à l'aise. Là, tu parlais, c'est vrai que l'exemple à chaque fois du resto, des serveurs, truc qu'on cite souvent, mais on revient encore une fois à la notion d'intérêt, montrer de l'intérêt pour l'autre et, si possible, faire preuve d'humour. C'est que les sales qui savent faire preuve d'humour sont des sales dont on se rappelle, tu vois. Et quand tu arrives à mettre un truc un peu, une ambiance un peu drôle, ce midi c'était ça, la personne, c'était son bar, enfin son resto. On a le droit d'être dehors, oui, on a le droit de se poser là. Eh ben c'est génial d'être là. Et juste tu lui fais comprendre que notre table là, on va être des gars sympas. Ouais. Tu vois, genre. Ouais. Et après, quand la personne vient, trop cool, ça fait combien de temps que t'as le resto ici? C'est quoi ton prénom? Ah bah enchanté, Damien, super. C'est juste montrer un peu d'intérêt pour l'autre et pas parler que de sa trogne encore une fois. Et ça amène le truc de légèreté aussi, on n'en a pas trop parlé, mais vous, pour le coup, vous allez dans des boîtes. Toi, tu viens avec des bandanas, tu viens avec des pistolets bananes. Philippe, tu viens avec un stéthoscope et un truc de avec lâcher des vrais prise. pistolets. Et vous les détendez, en fait, aussi. Vous les faites bosser dans des conditions. Par exemple, un commercial qui doit passer des coups de fil, appeler des gens qu'il ne connaît pas, se prendre des bâches. Vous arrivez aussi à amener cette notion de jeu. De léger. Mec, j'appelle ça... Je prononce ce mot tous les jours en ce moment, le désamorçage. Dans la vie, on est tous amorcés. On est tendu, on se connaît pas, on croise des têtes, on est dans notre quotidien, on bosse, on est dans notre comptoir, derrière notre caisse enregistreuse, et ça passe, et ça y va, et machin. Quand est-ce qu'on s'arrête pour désamorcer et faire « Hé, salut, je suis un humain, t'es un humain, ça va ?» Tu vois, c'est exactement ce que dit Enzo, en fait, c'est la bonne humeur. Moi, j'appelle pas ça du small talk, j'appelle ça du smile talk. Je te jure, c'est vrai. C'est en gros, t'arrives avec le sourire et déjà, tu t'arrêtes devant la personne. Bonjour, ça va? Non, mais vraiment, comment ça va, vous? Tu vois, ça nous est encore arrivé au resto avec Francis. Francis qui a le studio ici, pour ceux qui ne savent pas, et qu'on connaît bien, qui nous accompagne sur les coachings avec Enzo de temps en temps. On va au resto. Bon, vous voulez quoi, monsieur? Bienvenue, vous avez votre commande? Bah, ouais, mais déjà, vous, comment ça va? Super. Vous êtes... ici, vous faites quoi? Nous, on a ça, etc. Et tu sais, il y a ce côté un peu surprenant. Et après, derrière, la personne elle réagit en mode « Ah bah ça fait plaisir, vous demandez, etc. » Mec, il n'y a pas de secret. C'est juste être détendu, s'arrêter dans le moment et considérer les gens. Tu vois, juste... Je pense vraiment pas que ce soit un secret ou un hack magique. Hein. Je pense juste que c'est un truc facile à faire qu'on oublie de faire. Ouais, tu vois. Et après, c'est des choses qu'on fait plus facilement quand on est aussi... Enfin, le positif attire le positif. C'est qu'on se voit aussi par moments. On a le droit, on a nos faiblesses, on est tous humains. Il y a des jours, on n'a pas envie, on a un peu la tête dans nos pensées, on est moins souriant. On a le droit aussi, attention, faut pas faire semblant tout le temps. D'ailleurs, faut jamais faire semblant, idéalement. Mais le positif attire le positif. Et... ouais, faut essayer de le transpirer, enfin, faut essayer de le donner aux gens, c'est donner, c'est recevoir, pareil, c'est des trucs genre, enfin, faut donner pour recevoir, c'est des trucs cons, mais c'est des trucs vrais en réalité, tu vois. Si on en revient à cette image dont on parlait au début, nombriliste, auto-centré, en fait, t'intéresses pas les gens. Les gens n'ont rien à foutre de toi. On le voit tellement en coaching, on leur dit, démarrez votre entretien de vente en faisant un bris de glace. Tu vois, au PA, comme on dit, avec l'objectif plan accord, etc. Et faites des bris de glace, dites bonjour, présentez-vous. Ok, oui, ça va, ça fait plaisir, j'ai vu votre profil, c'est sympa. Bon, alors voilà, je vous explique.
Non, et c'est ce qu'on disait au tout début de cet échange. Arrêtez de vous focus sur votre objectif qu'on vous donne et vos chiffres et vos primes. Vivez le moment. Et en fait, il y a un truc, il a raison Enzo, il y a aussi le côté, on peut pas tout le temps être de bonne humeur et mettre des blagues et faire de l'humour. Moi, je dis souvent aussi, il n'y a rien de mal à demander aux gens si on a le droit de leur poser des questions. Écoutez, moi, je suis ravi aujourd'hui d'être dans votre établissement, ça a l'air trop cool. Ça vous va si je vous demande quelques trucs sur l'histoire ou vous êtes trop occupé, vous êtes en plein rush? Et souvent, ils disent non, allez-y. Bon, bah écoutez, c'est quoi l'histoire ici? Je peux avoir un petit storytelling? Vous venez d'où? C'est à vous? Tu vois, juste histoire de créer un moment. J'habite dans le quartier, voilà pourquoi je vous pose la question. Le problème aussi, c'est que les gens ont du mal à montrer justement leur vulnérabilité, parce que le sales, il doit être parfait, il doit avoir réponse à tout. Tu sais, quand tu demandes c'est quoi un expert, c'est quelqu'un qui sait répondre aux objections. C'est triste. Ouais, d'accord. Et allons plus loin que ça. Du coup, l'humain, il a le droit d'être vulnérable. Il a le droit de verbaliser les choses. Ça, c'est beaucoup justement au téléphone. Les gens pensent que les autres sont dans leur tête. Tu sais, genre, je leur dis, verbalisez par pitié. T'as peur, dis-le. Désamorce, justement. Je reprends ce que dit Philou. Mets les pieds dans le plat tout de suite, toi, tu vois. T'as peur, bah dis-le. Littéralement. Ouais. Baptiste, aujourd'hui, merci de prendre l'appel. Je vous avoue que j'ai été effrayé à l'idée que quelqu'un réponde. Finalement, vous êtes là de l'autre côté. Je suis content de vous avoir. Je vous avoue que j'ai commencé mon travail, ça fait 1 mois. C'est les premiers appels que je passe. Je suis tétanisé à l'idée de sortir le téléphone. Je vous jure, ceux qui nous regardent, testez ce truc en amorce. Monsieur le Head of Sales, je suis trop content de vous rencontrer. Je vais être honnête avec vous. Je ressens un mélange entre de la déception et de l'angoisse. Parce que j'ai envie de vous montrer mes talents de négociateur, mais en même temps, je suis déçu qu'on ait changé le variable en plein processus de recrutement. Comme ça, vous savez ce que je ressens. Par contre, je vais me donner au maximum pour réussir cet entretien. Il n'y a rien de mal, tu ne fais pas preuve. Tu sais, on dit toujours, faut jamais se dévaloriser, faut jamais montrer que t'es faible, faut toujours être fort et tout. Toujours fort, inutile. Mec, le faible, c'est celui qui se croit tout le temps fort. Ouais. On pourrait finir là-dessus. Comment on fait du mic drop avec ça, là? Faut le balancer par terre. Mais un coup de latte. Ouais, c'est vrai. Il y a Mathieu Thomé qui vient parler un peu de ça demain. Oh là là, putain. Bon, l'épisode on va jamais regarder notre vidéo. Là. C'est clair. Là. Puis après, à un moment, il sera aussi un peu là. Voilà. Avec sa tête chauve, avec ses grandes dents brillantes. Parce que c'est un mec très beau et très fort. Ouais, super gars. Abonnez-vous, la petite cloche, pour pas rater. Il se professionnalise. Trop cool, les gars, c'était trop cool de vous avoir. Pareil. Partagez, mec. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet dont on n'a pas parlé du tout aujourd'hui, dont vous auriez aimé parler? Vous auriez aimé parler? Non. De quel sujet dont on n'a pas parlé aujourd'hui, vous auriez aimé parler? Petit truc un peu drôle, parce qu'on le fait chier exprès, Baptiste, on le fait aussi en coaching. C'est se forcer à poser des questions avec des tournures ouvertes. Là, instinctivement, Baptiste pose une question fermée, comme 80% des gens, 80% du temps. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'aurait pas vu? Est-ce que arrêtez avec les est-ce que et reforcez-vous à reformuler. Là, c'est marrant, t'as dit non, j'ai dit oui. Exactement. Qu'est-ce qui? En quoi? Qu'est-ce qui? En quoi? Comment? Pourquoi? Quel? Mais forcez-vous à retourner vos phrases. Là, du coup, la question, on a envie d'y répondre à Baptiste. En tout cas, on est forcé de dire un truc autre que oui, non. Et t'es pas tout le temps... Enfin, sachez que vous n'êtes pas tout le temps obligé de commencer la phrase par le mot interrogatif. Ça peut être... S'il y avait un sujet que tu aurais vraiment aimé aborder pendant ce podcast, ça aurait été lequel? Parce que du coup, tu peux mettre une emphase dessus. Tu peux mettre de l'émotion. S'il y a un truc que tu devais retenir de ce date par rapport à tous les autres dates que tu as eu dans le mois, ce serait quoi? Comme ça, je le garde pour mon prochain date. Parce que des dates. Pourquoi ils veulent tous des dates? Des dates. Parce que j'aime bien faire la comparaison entre les dates et la vente. Je suis sûr que ma calotte t'irait très bien. C'est vrai? Ouais, je suis sûr. Tu penses que je t'as envie qu'il y ait des calottes pour la tester? Ouais, vraiment dans le porno. Et on a totalement squeezé sa question. Moi, je sais exactement quel sujet j'aurais aimé... Ça se met... Je sais quel sujet j'aurais aimé qu'on aborde dans ce podcast. Ça? Un peu par-dessus. Ouais, je suis d'accord. Ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis. Salut, mes petites tartelettes. Vous me laissez un petit commentaire. C'était quoi du coup la question? Tu veux la reformuler? La question c'est de quel sujet on n'a pas parlé et vous auriez kiffé parler aujourd'hui? Pour finir quoi, rapidos, tranquillement quoi. C'est pas que j'aurais aimé qu'on en parle parce que je sais pas s'il a sa place là dans ton podcast, mais en tout cas je sais qu'il a sa place personnellement dans ma volonté d'accompagner les gens pour qu'ils level up et pas forcément que les sales. En l'occurrence je suis sales coach donc ça fait sens, c'est ma cible. C'est le sujet de comment je suis de marbre
et je gère mes émotions et ça m'impacte pas ma vie de tous les jours, mon quotidien, ma charge mentale en tant qu'humain quand je prends la posture sales au travail. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, je passe la porte de l'immeuble ou du bureau et là, j'ai le tableau devant moi avec mes objectifs de CA à faire sur le mois. Comment j'ai ce smile tout le temps du commercial, mais qui partage en même temps sa vulnérabilité et qui traite tous ses leads et ses deals et qui les relance et qui machin. Tu vois ? C'est plus psychologie de la vente, psychologie de l'humain que technique de vente, tu vois. C'est un sujet que j'aurais aimé... Tu me poses la question, je te réponds, Baptiste. Ne regarde pas comme ça. Qu'est-ce que tu as perçu dans mon regard, Philippe ? Je plaisante. Non, voilà, ce truc-là, vraiment le... faut que vous vendiez, faut que vous fassiez de la perf, faut que vous fassiez du chiffre. Mais ouais, mais comment on fait quand on est aussi juste un humain avec des émotions et de la fatigue, tu vois ? Voilà, ça, ce sujet-là, j'aurais Donc bien toi, aimé. t'invites à se ramener dans l'état de un peu de légèreté dont on pouvait parler tout à l'heure, se projeter sur l'autre et pas être toujours dans soi, du coup. Si je devais résumer ça à un mot, ça s'appelle la conscientisation. Ok. Tu vois ? Comment il y a des à l'époque du siècle des Lumières, il y avait des philosophes qui se tatouaient un C sur la main à l'arrache en hand-poking pour se rappeler le fait de conscientiser. C'est une vraie histoire. Ok. Le fait de se dire, ok, je suis dans le moment, je conscientise, j'ai le droit de pas être parfait, parce que déjà, ça n'existe pas, la perfection. J'ai le droit d'être faillible aussi, tu vois. Mhm. Donc, c'est un sujet que j'adore, qui est très fortement lié à la vente. Trop cool, trop cool. Messieurs, c'était un honneur de Grave. vous recevoir. Trop content d'être venu. Passer un super moment. Partagé. Parfait. On s'est bien marré. C'était trop cool. Grave, on Sauf a le jeu de rigolé. Lego. On coupera. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans mon jeu de Lego ? Qu'est-ce que t'as pas compris ? C'était hyper cool. Bah, léger comme d'hab, hein, on adore venir, mec. Hein. Trop cool. Trop cool, Suivez la merci. chaîne de Baptiste, il y a plein de gens incroyaux qui vont être dans les prochains épisodes ou qui sont déjà passés. Oui. Il y en a eu... Ah oui, non, c'est le gars dit oui, on est très concentré, je n'avais pas vu qu'il faisait ça. Non, mais parce que moi, je les ai tous vus. C'est pas vrai du tout. Trop cool, C'est vrai Baptiste. que t'as des putains d'invités et un super concept. Donc, go. Merci les gars, ça fait trop plaisir. À la prochaine sur Ciao. Level Up.